Tu connais l'histoire d'un juif religieux et d'un juif laïque qui entrent dans un bar. Je te propose une version moderne. Un juif sioniste et un progressiste entrent dans un bar. Le barman dit « Hé, on ne sert pas les sales juifs ici », puis il les attrape violemment et les jette dehors, par terre. Le juif progressiste reproche au juif sioniste « Regarde ce que tu lui as fait faire, c'est ta faute ». C'est ça. Voilà la dynamique à laquelle nous sommes confrontés de nos jours. Il y a un schéma dans la façon dont certaines personnes parlent de ce conflit, et ça commence toujours de la même manière. Blâmer Israël, excuser tout le reste. Bonjour, je suis Daniel Siman et vous regardez Straight Up depuis les studios JNS à Jérusalem. C'est un thème récurrent dans certains cercles qui absout systématiquement la partie arabe de toute responsabilité pour leur situation tout en rejetant la faute sur Israël. Par le passé, ils avaient diverses excuses pour justifier leur comportement violent et rejeter la responsabilité de tous les problèmes sur Israël. Pour ne pas reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine ou ne pas céder de territoire ou ne pas accepter le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Ensuite, c'était l'occupation. Et maintenant, c'est soit que nous sommes des colonialistes, soit même qu'il s'agit de génocide. Une accusation toujours immédiatement formulée, acceptée et répétée. Les pires sont ceux qui ne sont juifs que de nom, et les Israéliens bien pensants qui s'empressent de brandir de telles accusations tout en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas comme ces Juifs-là, saisissant l'occasion de projeter leur supériorité morale sur leurs rivaux politiques ou idéologiques. Et bien qu'il soit compréhensible que les gens s'inquiètent de la situation à Gaza, le problème est que l'indignation est motivée par des raisons politiques et mal orientées chez ceux qui affichent constamment leur vertu à ce sujet. Peu, voire aucun, n'ont montré autant d'indignation pour les véritables tragédies en Afrique et au Moyen-Orient qui, contrairement à Gaza, ne sont pas des drames prémédités. Mon point est que ces personnes rejettent sans cesse la faute sur Israël et ignorent le fait que cette catastrophe a été orchestrée par le Hamas, précisément pour susciter l'indignation. Pendant 20 ans, le Hamas a bâti une machine militaire dans des zones civiles, sous écoles, hôpitaux, terrains de jeu et tours résidentielles. Ils ne se sont pas seulement cachés derrière les civils, ils les ont utilisés comme armes, et le monde est resté silencieux. Ils ont fait de leur peuple un atout stratégique, un bouclier humain pour pousser Israël à affronter des dilemmes moraux impossibles, puis exploiter ces images pour attiser l'indignation mondiale comme ils en avaient l'habitude. Ils savaient que cela limiterait Israël et empêcherait l'élimination du Hamas. Comme cela a été le cas pendant des années, cette attente a été exprimée par nul autre que le chef du Hamas, Moussa Abu Marzouk. Dans une interview en 2024, il a déclaré que personne dans le monde entier n'aurait pu s'attendre à une réponse aussi barbare d'Israël au 7 octobre. Il a ajouté que nul n'aurait pu prévoir que les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux s'uniraient pour défendre Israël contre le Hamas. Ce n'était pas la conséquence à laquelle ils étaient habitués. Le discours occidental s'éloigne alors totalement des réalités, parce qu'ils n'ont jamais exigé de responsabilité de la part du Hamas pour ces actions, et aucune de ces personnes n'a jamais dit un mot sur ce que nos enfants et nous tous, ici en Israël, avons dû endurer pendant des années. À cause des actions répétées du Hamas, nous devions régulièrement courir nous abriter des missiles visant les civils année après année. Pendant qu'ils détournaient des milliards d'aides internationales pour bâtir une infrastructure terroriste au détriment de leur peuple. Nous avons investi dans la protection des civils, construit des abris, des batteries antimissiles et développé des technologies défensives. En Israël, certains tendèrent la main aux Gazaouis, aidèrent leurs enfants, leur donnèrent du travail et emmenaient des familles se faire soigner dans des hôpitaux israéliens. Ces personnes ont finalement été parmi les premières victimes du Hamas. Le 7 octobre, Israël a même cédé du territoire et quitté Gaza. Au lieu de créer un refuge pour leur peuple, ils s'en sont servis pour attaquer nos familles. Que feriez-vous ou demanderiez-vous à votre gouvernement à notre place? Ces actes violents ont été encouragés pendant des années par des hypocrites, des faux militants pour la paix et aujourd'hui par des partisans de Gaza qui soutenaient des terroristes et continuent d'applaudir le 7 octobre. Pendant que les politiciens et les militants occidentaux passent leur temps à faire la leçon à Israël sur la morale, presque aucun d'entre eux ne prête attention à la corruption et à l'exploitation qui ont lieu à l'intérieur de Gaza.
Alors que les mêmes acteurs qui ont manipulé leur situation pendant des années ont transformé cette guerre en modèle économique, la chaîne israélienne 11 a rapporté cette semaine au sujet des influenceurs des réseaux sociaux de Gaza pendant la guerre. Des millions ont été récoltés en ligne par des influenceurs soi-disant pour les habitants de la bande de Gaza. Et ainsi, ils ont partagé des vidéos déchirantes, des appels émouvants, des images dramatiques où on les voit distribuer de l'argent liquide. Sauf que, selon des personnes à l'intérieur de Gaza, l'argent n'est jamais arrivé aux civils. Les habitants de Gaza ont décrit un influenceur en particulier, Zaïd Mahdi, originaire du nord de Gaza. Ils disent qu'il vivait modestement avant la guerre et s'est enrichi pendant celle-ci. Ces campagnes de dons montraient des vidéos où il se filmait donnant de l'argent liquide à des Gazaouis, laissant penser que les dons étaient distribués. D'après ces sources, les vidéos étaient scénarisées pour le marketing. Mahdi a amassé des millions pour lui-même, sans agir seul. Membre du Hamas, il pouvait ainsi mener ses campagnes et toucher plus d'un demi-million de dollars à chaque fois. Un événement similaire est survenu avec l'influenceur Salah Jaafari, aussi connu sous le nom de Faito. Il a récolté des millions pour construire un hôpital qui n'a jamais vu le jour. Il a été tué par le Hamas après le début du cessez-le-feu car il n'a pas partagé les millions obtenus avec eux. Montre-moi une autre situation où des gens censés souffrir de la faim et d'un génocide pratiquent de fraude et exploitation sur les réseaux sociaux. C'est l'aspect de l'histoire que le monde tait, la corruption interne à Gaza, l'exploitation et ceux qui profitent de la tragédie. Pendant que la communauté internationale tient Israël pour responsable de chaque conséquence des décisions du Hamas, tout cela suit le même schéma. Israël est jugé responsable de la souffrance causée par le Hamas et de la corruption de ses partisans qui ne se limitent pas à Gaza. La déformation s'accentue quand on analyse la guerre de l'information hors de Gaza. Alors que des militants occidentaux partagent des mises à jour en direct de Gaza, les récents changements sur X montrent que la plupart de ces comptes ne sont pas à Gaza. Fonctionnalité à propos de ce compte montrant historique, localisation, changement de nom et usage VPN. On a découvert que les 50 plus grands comptes se disant palestiniens ne sont même pas à Gaza. Ils publient depuis la Turquie, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, voire l'Iran. Pendant ce temps, les dons destinés aux Gazaouis affamés ne vont pas aux Palestiniens, mais à des individus vivant loin du conflit. Des gens mènent une vie luxueuse tout en se faisant passer pour des victimes de guerre, multipliant mensonges et escroqueries. Lorsqu'il est devenu évident qu'ils ne pouvaient pas vaincre Israël militairement, la stratégie arabe s'est tournée vers la propagande. Ils ont créé des studios, salles de montage et chaînes de production pour produire du contenu. Une partie de ce contenu est très sophistiquée. Le schéma est simple. Israël est toujours blâmé, tandis que la corruption, la manipulation et l'exploitation arabe sont ignorées, excusées ou même cachées. L'exploitation de la situation des Gazaouis ne se limite pas au Hamas. Beaucoup de ceux qui se font passer pour des défenseurs des droits de l'homme, comme ces activistes délirants de la Shemat ici, ressemblent à des acteurs d'une scène de Mad Max ou à des idiots drapés de kafirs. Ici, des apprentis guerriers de la route, persuadés d'eux-mêmes, escroquent des millions pour leurs activités prétentieuses et leur fausse indignation. Cet argent aurait pu aider ceux qu'ils défendent. Pourquoi fausse, vous demandez-vous? S'ils étaient vraiment préoccupés, pourquoi restent-ils silencieux face aux atrocités au Soudan, au Nigeria et maintenant en Iran quand il ne s'agit pas des Juifs? Personne ne les paie pour manifester ou ils restent tout simplement silencieux sur l'Iran. Cela ne correspond pas au récit marxiste et anti-occidental qu'ils défendent depuis des années. Ensuite, il y a des prostituées politiques comme Scott Wiener, sénateur de Californie, qui vise le siège laissé vacant par Nancy Pelosi. Pour ceux qui ont vu l'extrait du débat de la semaine dernière, je veux clarifier cela. Je crois effectivement qu'Israël a commis un génocide à Gaza et je veux expliquer pourquoi j'ai hésité lors du débat. Depuis 2 ans, je me suis fermement opposé aux escalades d'Israël à Gaza. Et j'ai utilisé des expressions comme destruction totale, niveau catastrophique de mort et tâche morale, mais je n'ai pas utilisé le mot génocide et je veux expliquer pourquoi. En tant que juif, je suis profondément conscient
que le mot génocide a été créé à la suite de l'Holocauste, qui fut l'extermination industrielle de 6 millions de Juifs. Pour beaucoup de Juifs, associer le mot génocide à l'État juif d'Israël est profondément douloureux et, franchement, traumatisant. Mais malgré cette douleur et ce traumatisme, nous avons tous des yeux et nous voyons la dévastation absolue et le nombre catastrophique de morts à Gaza infligés par le gouvernement israélien, et nous avons tous des oreilles et nous entendons les déclarations génocidaires de certains hauts responsables du gouvernement israélien. Et pour moi, le gouvernement israélien a tenté de détruire Gaza et de chasser les Palestiniens, et cela correspond à un génocide. Cet opportuniste s'est précipité sur le sujet, tremblant. J'ai hésité à qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide, mais ce n'est plus possible. Pauvre garçon efféminé. Il affirme que détruire Gaza et expulser les Palestiniens équivaut à un génocide, ignorant faits et preuves. Au contraire, il profite du train en marche. Il illustre l'inversion morale qu'Israël affronte depuis des années. Des personnes comme Weiner ou Wiener exploitent la situation des Gazaouis à leur fin, ignorant qu'ils ne sont qu'un outil pour la stratégie. Derrière les circonstances, ils citent des chiffres inventés, mais ils ignorent les véritables tunnels sous Gaza. Et comme tant de politiciens occidentaux, il fait peser la responsabilité morale sur le seul acteur qui a réellement essayé de protéger les civils, plutôt que sur le groupe qui les sacrifie systématiquement et délibérément, les Gazaouis eux-mêmes. Voilà le cœur de la déformation. Israël est jugé selon les conséquences voulues par le Hamas et non selon les actes commis par le Hamas. Je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents, Israël n'est pas plus responsable de la vie des civils de Gaza que le Hamas. Aucun autre pays n'a subi une telle attente ni exigence, Israël est ainsi isolé. L'obligation d'Israël, comme celle de tout autre pays dans le monde, est de protéger ses propres citoyens, ces mêmes citoyens que le Hamas prépare à tuer depuis 2 décennies. Ils ont utilisé leur situation comme arme, maintenue dans la misère par les Arabes qui ont voulu nous anéantir. En 1948 et 1967, quand ils ont eu la chance d'un État, ils ont endoctriné leur population via médias, religions et écoles dans la haine. Ils ont utilisé des milliards d'aides mondiales pour bâtir des installations militaires sous des quartiers résidentiels, écoles et hôpitaux. Et ils ont élaboré un plan avec l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Yémen et l'Irak pour attaquer Israël. Sachant que toute réponse israélienne serait critiquée par les médias, qui sont devenus depuis longtemps des alliés idéologiques. Et pendant que le monde fait la leçon à Israël sur le droit international, il ignore le fait que le Hamas viole ce même droit chaque jour, en combattant en tenue civile, en s'intégrant dans des zones civiles et en utilisant les enfants comme boucliers humains. Il y a le droit international, et puis il y a la façon dont il est appliqué de manière sélective lorsque l'État juif est impliqué. La déclaration de Weiner, comme beaucoup d'autres, vise à afficher une supériorité morale. Des personnes comme lui soutiennent la stratégie du Hamas, qui rejette la faute sur Israël et disculpe l'organisation malgré sa doctrine basée sur la mort de ses civils. Oui, la situation à Gaza est tragique, mais la responsabilité incombe au Hamas et à tous ceux qui les ont aidés à créer les conditions de cette situation. Eh bien maintenant, passons à quelques-unes des actualités. L'administration Trump avance dans son plan pour Gaza, passant de la fin du conflit à la gouvernance et à la reconstruction. C'est la phase 2 du plan en 20 points. C'est très bien, ils peuvent préparer la prochaine phase. Israël ne peut avancer dans le cessez-le-feu tant que le corps de Ron Gvili n'est pas restitué et que le Hamas n'est pas désarmé. Après que le Hamas a encore violé le cessez-le-feu, rien qu'hier. 6 terroristes sont sortis d'un tunnel près de la frontière égyptienne à Rafah et ont attaqué les troupes israéliennes, mais ils ont tous été tués. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi Israël insiste pour démanteler chaque position et chaque site utilisé par le Hamas à Gaza, nous savons que sans agir, le Hamas pourrait s'en sortir ainsi. Regardez-la, regardez dans ses yeux, voyez la peur, le sentiment d'impuissance.
Non, elle n'est pas israélienne, c'est une jeune femme kurde capturée cette semaine en Syrie par les alliés de Jolani. En voyant cela, j'ai tout de suite repensé au 7 octobre, beaucoup d'entre vous aussi, j'en suis sûr. Elle ressemble aux femmes israéliennes enlevées par le Hamas. Beaucoup ont justifié leurs actes à ce moment-là, invoquant l'occupation israélienne, le colonialisme ou d'autres excuses. Quelle est l'excuse ici avec les femmes kurdes? Ou pour ce qu'ils ont infligé aux femmes druzes, chrétiennes en Syrie, aux femmes yézidis et aux Bahaïs au Moyen-Orient? Ça aurait pu être la fille de l'un de nous, de l'un de vous? C'est ce qu'ils infligent aux minorités sans défense au Moyen-Orient, comme ici aux Kurdes. Cette vidéo vient de sortir de Syrie cette semaine. Où sont ces guerriers kafirs avec leurs drapeaux? Cela n'a rien à voir avec les accusations contre Israël, tout est lié à l'islam et à leur endoctrinement. Le Hamas a envahi Israël, a fait cela à nos femmes, et le monde se tait. Les Gazaouis continuent de promettre de recommencer encore et encore, tout comme Lauren Booth le fait ici, dans cette vidéo qui a été publiée cette semaine. Après le 7 octobre, ce jour est devenu légendaire dans l'histoire de l'Oumma. Oui, on peut dire que les gens se tournent maintenant vers le Coran grâce à la persévérance et à la patience du peuple de Gaza, précisément pour découvrir la beauté du Coran. Seul Allah sait combien de millions accepteront l'islam ainsi. Nous vivons un tournant historique. Ne sois pas découragée, sois persévérante, sois forte, continue la lutte de toutes les manières possibles. Rien de tout cela n'est nouveau. En 1948, les Arabes étaient enthousiastes à propos de la Nakba, un terme initialement utilisé pour décrire ce qu'ils envisageaient de faire aux Juifs. Puis cela s'est retourné contre eux, et le même enthousiasme qu'ils avaient lors de la guerre de 67, quand les terres mêmes sur lesquelles ils pleurent aujourd'hui étaient entre leurs mains. Et regardez comment cela s'est terminé. Gaza était aussi sous leur contrôle, sans construction positive, seulement une infrastructure de terreur et de haine. Elle qualifie le 7 octobre de journée légendaire, et c'était bien le cas. Ils ont appelé le 7 octobre un typhon, Toufan el-Aqsa, qu'ils voulaient, comme en 1948 appliqué aux Juifs. Encore une fois, cela s'est retourné contre eux. Ils ont eu un typhon. Cette prophétesse musulmane moderne fut réellement prophétique ce jour-là. C'était en effet un point de bascule. Cela a causé la destruction du Hezbollah, de la Syrie, du Yémen et maintenant la chute du régime islamique d'Iran. Installée dans un restaurant chic, elle exhorte pieusement les Gazaouis à persévérer. Soyez fermes. Une femme blanche privilégiée leur dit de continuer. Comme c'est commode de sa part. Tandis que des femmes occidentales, éveillées comme elle, exhibent leurs vertus pour de fausses causes dans des tenues théâtrales, nos femmes doivent être ainsi. Voici le capitaine Yuval Dwick, le commandant de peloton d'une unité de reconnaissance d'infanterie de Nahal, qui, le 7 octobre, s'est réveillé au son des sirènes et au rapport de l'invasion. En pyjama, armée d'un pistolet, elle a sauté dans sa voiture et foncé vers la frontière de Gaza pour rejoindre les combats et aider ses camarades. En chemin, elle a croisé un convoi de terroristes à moto. « J'ai coincé le volant entre mes genoux et tiré », a-t-elle dit. Elle a éliminé seuls 2 terroristes au milieu de la route. Elle a survécu ce jour-là et continue de tenir bon pour l'État juif d'Israël. Ceci rappelle à quoi ressemble le monde réel et ce que sont les vraies héroïnes dans la vie. Pour d'autres événements qui continuent d'avancer, mon collègue de la radio Galay en Israël, l'animateur Yossi Davidov, a publié un excellent résumé des événements que je souhaite partager. Et je cite à 6h29, ce matin terrible, écrit Davidov, le Moyen-Orient a commencé une transformation presque biblique dans son ampleur. Une roue s'est mise à tourner, elle ne reviendra jamais en arrière. Il a raison. Regardez la carte aujourd'hui, les dominos tombent. Comme il le dit, Gaza n'existe plus comme avant. Israël contrôle maintenant plus de la moitié de Gaza, un changement stratégique majeur. Le Hezbollah, autrefois la plus puissante organisation terroriste au monde, subit des frappes toute la semaine sur son territoire, sans oser répondre. La Syrie, déjà affaiblie,
a vu Israël détruire le reste de son infrastructure militaire. Tout en sécurisant les hauteurs du Kermon, au Yémen, Israël a éliminé la direction des Houthis que même les Américains n'ont pas pu trouver et ils sont maintenant silencieux. Et le final, l'Iran, où des frappes coordonnées et des opérations secrètes ont anéanti des milliards d'actifs et brisé les ambitions du régime, tout en soutenant discrètement l'opposition à l'intérieur du pays. Le point de vue de Davidov est simple. Nous vivons un réalignement historique, pas une réalité parfaite. Judée et Samarie restent un défi majeur, écrit-il, mais c'est une période de profonds changements régionaux que l'on étudiera pendant des générations. Moshe Genazi, commentateur politique israélien déjà interviewé dans le podcast, analyse aussi la situation globale. Dans mon émission sur Galai Israël Radio, Moshe évoque cette semaine les critiques envers la gestion de la guerre par Netanyahou. En particulier, la plainte. Pourquoi n'avons-nous pas terminé le travail? Des arguments entendus à la fois à droite et à gauche. Oui, Moshe écrit, Israël aurait pu attaquer Gaza, Liban, Syrie, Iran pour une victoire totale. Et de nombreuses voix exigent exactement cela en temps réel. Mais Ashkenazi soutient que Netanyahou a choisi quelque chose de plus intelligent. Une force précise génère des dynamiques internes profitant toujours à Israël. Longtemps après la fin des frappes militaires à Gaza, la destruction de l'infrastructure du Hamas et le contrôle israélien sur la majeure partie de Gaza favorisent à long terme le démantèlement de l'organisation et une émigration volontaire massive vers le Liban. L'élimination du haut commandement du Hezbollah et la destruction majeure de ses capacités militaires. Et la coupure de sa ligne d'approvisionnement via la Syrie a ouvert la voie à l'État libanais pour finalement priver le groupe de ses armes lourdes et le pousser vers le déclin. En Syrie, l'effondrement de l'armée dans tous les domaines et le contrôle israélien sur le pays. Galan et les hauteurs du Chamon forment une zone tampon de 80 km, une menace stratégique pour la Syrie et le Liban, et une base pour une nouvelle alliance avec les Druzes et d'autres minorités dans cette région. Et en Iran, le coup porté au programme nucléaire et balistique ainsi que l'humiliation du régime, déjà pauvre et assoiffé, alimente l'agitation interne. Comme nous le voyons, cela accentue la pression économique. Les récentes sanctions accentuent la pression et rapprochent l'Iran de l'effondrement et d'un changement de régime, ce qui modifiera la dynamique régionale et mondiale. Ashkenazi soutient que ces mesures offrent à Israël un avantage stratégique global et, surtout, provoquent l'auto-effondrement de ses adversaires les plus dangereux. Il souligne que la guerre continue et que certains fronts pourraient exiger une nouvelle intervention israélienne, mais la direction est claire. Le Liban et Gaza pourraient être les prochains concernés. Grâce à une gestion rigoureuse des ressources, Israël conserve de nombreuses capacités. Moshe Ashkenazi conclut que la patience et la sagesse sont la clé, et les Israéliens ont montré que nous possédons les deux. Sur un autre sujet, Israël et les États-Unis discutent d'un nouvel accord d'assistance sécuritaire, Netanyahou ayant indiqué à l'administration qu'Israël souhaite réduire l'aide. L'accord signé avec l'administration Obama arrive à expiration. Et compte tenu de l'atmosphère publique actuelle aux États-Unis, Israël ne veut pas rester dépendant de l'assistance sécuritaire américaine. Netanyahou a dit à Trump vouloir un nouvel accord pour réduire progressivement l'aide. Voici un aperçu de quelques voix et sujets en Israël. Dernière réflexion avant de conclure le podcast. Mattel a lancé cette semaine sa nouvelle Barbie autiste. Pour plus d'inclusivité, je leur suggère de lancer une Barbie mentalement dérangée. Toute porte hijab, kéfier, anneau nasal, cheveux violets et agite le drapeau palestinien. C'est juste une idée. Ça devrait donner à certains d'entre vous de quoi écrire dans les commentaires. Voilà qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci de votre présence. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Straight Up sur JNS Télévision en direct des studios Jérusalem-Israël.